Bonjour, donc effectivement, je vais vous présenter notre utilisation au quotidien du NOL au bloc opératoire. J'ai inclus dans cette présentation 3 petits films qu'on a tournés sur les 3 jours qui précèdent. Alors, voilà, la question qui nous intéresse au quotidien, est-ce que mon analgésie est suffisante? À l'instant où on parle, la personne n'a absolument pas mal et aucun moniteur ne sera jamais capable de dire ce qui va se passer dans une seconde. Peut-être elle a un bloc du pied complet, peut-être elle a une neuropathie diabétique sévère, même si ses pieds ne semblent pas le montrer. Peut-être qu'elle va tourner le pied à droite, peut-être que le clou n'est qu'une image, peut-être qu'il va tomber sur le côté. Jamais un moniteur ne pourra nous dire ce qu'il va se passer dans la seconde qui vient. Et c'est un peu ce que nous reprochent aussi les chirurgiens au bloc opératoire en disant « mais avec tout le matériel que vous avez au bloc aujourd'hui, comment c'est encore possible que votre patient bouge sur table ?» Là, sur une chirurgie de genou, mais quand on est tout au fond d'un cerveau, sur une chirurgie d'un anévrisme, on doit avoir une immobilité complète. Et le défaut d'analgésie est un problème. Alors, à l'instant où on parle, est-ce que mon analgésie est suffisante? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de mon équilibre entre douleur et analgésie, ou pour parler le langage de l'anesthésie et du bloc opératoire, entre nociception et antinociception. Et c'est de cette balance que tout dépend, d'où l'idée de monitorer l'équilibre du système sympathique et parasympathique. Alors, quelle dose de morphinique il faut pousser au bloc opératoire? Il y a tout un tas de solutions pour répondre, où on fait pour tout le monde pareil, où on tient compte de notre propre expérience pour aller faire quelque chose et donner une dose en microgrammes d'un morphinique quelconque ou en microgrammes kilo, au mieux adapté au poids théorique du patient. Ou alors on utilise des modélisations mathématiques qui sont donc statistiques et qui nous disent que statistiquement, notre patient avec cette dose-là devrait se trouver dans un range d'analgésie optimale. Si on se posait la même question sur quelle dose d'hypnotique utiliser, du côté gaz ou du côté intraveineux, la réponse, elle serait apportée par le BIS très simplement. Si on se positionne avec un BIS entre 40 ou 45 et 60 et un RS à 0, on est probablement à un endroit intéressant en niveau d'hypnose. Et donc, pour les morphiniques, c'était bien ça la question, et c'est ce qui a été abordé par les 2 précédents orateurs. Quel endpoint utiliser, quel retour on peut avoir sur le patient pour adapter la dose de morphinique à notre propre situation, c'est-à-dire à une stimulation donnée à un moment donné. Alors voilà, le NOL est arrivé dans ce contexte quelque part, et vous voyez sa pince un peu spécifique, sa petite bague qu'on met au doigt, qui a une petite partie collante et le doigt qu'on glisse sous un capteur comme un capteur de plétismographie habituel. Alors, est-ce que le NOL est prédictif de la douleur? Il ne l'est pas. Un chiffre donné à un moment donné n'est absolument pas prédictif d'une douleur. Par contre, sa variation, elle, est prédictive de la douleur, oui. Alors, prédictive, c'est peut-être pas un très bon mot parce qu'il faut faire mal au patient pour que le moniteur nous dise de combien il a eu mal. Elle est donc corrélée à la stimulation douloureuse qu'a eu le patient ou à l'équilibre entre la nociception et l'antinociception pour cette stimulation-là, ce patient-là, à ce moment-là. Je vous montre juste une première image de la façon dont on utilise, dont on met en place notre capteur. J'ai besoin de repasser sur mon petit film. Voilà, le son est peut-être pas excellent. Le capteur, c'est un capteur unique aujourd'hui qui n'est développé que pour l'adulte. Vous voyez, c'est une petite pince, c'est une partie collante. Donc, 8 paramètres vont être enregistrés à partir de ça. Le capteur de plétismographie, donc l'infrarouge au bout du doigt, va nous calculer l'équivalent du delta pp quelque part, en tirer la fréquence cardiaque pour calculer sa variabilité, calculer la conductance cutanée entre les 2 points, puisque le doigt est collé dessus, et sa variabilité, et puis la température et sa variabilité. Il y a aussi un capteur de mouvement à l'intérieur. Donc, une fois que la petite pince est placée, la mise en route sur le bouton marche du moniteur, très simple, quelques secondes pour arriver à l'équilibre. Voilà, vous voyez la plétismographie qui est affichée en haut, contrôle que le signal est de bonne qualité, la conductance, cette petite variabilité, cette petite variation de ligne de base, et vous allez voir apparaître le chiffre du NOL. Donc un chiffre entre 0 et 100, 0, aucune stimulation du système sympathique, et 100, la stimulation maximale du système sympathique.
Alors, le capteur est unique, donc il va falloir que vous trouviez le doigt qui est à peu près approprié à cette petite électrode collée sur la pince. Voilà, je fais l'essai avant de décoller quoi que ce soit. Je cherche le doigt optimal pour mon patient. Son petit doigt est un petit peu petit. Le deuxième fera l'affaire pour qu'elle soit collée sur la première et la deuxième phalange et que la troisième phalange du doigt soit glissée dans la pince. Un peu sioux à mettre en place. Bien faire progresser le doigt jusqu'au bout sans encore le coller sur les petites électrodes pour que le capteur infrarouge puisse faire le recueil du signal en bout de doigt. Et puis ensuite, il y a une petite languette autocollante. On fait le tour du doigt sans serrer trop pour ne pas couper la circulation à cet endroit-là. L'affaire est entendue, on revient vers le moniteur. Je vous le montre sur un troisième patient. Voilà, un doigt un peu, juste un peu gros pour la taille du capteur. La petite languette, le doigt est fixé, c'est un monitorage continu de notre affaire. Je reviens sur mon diaporama. Le diaporama est à l'écran? Oui. Super. Donc voilà, induction au propofol, 4 microgrammes par millilitre, j'ai mis un chiffre au hasard. L'objectif est de se retrouver avec un bis aux alentours de 50. Et puis je lance mon rémifentanil à la base en concentration cérébrale. Et là, je vais faire une première stimulation douloureuse calibrée. J'utilise pour ça le TOFscan, qui est notre curamètre habituel. Et je vais lancer un tétanos, 5 secondes, 60 milliampères. Et regardez le chiffre qui apparaît sur mon moniteur de NOL. Avec 5 secondes de retard, 5 à 7 secondes, le chiffre va monter, on va voir apparaître quelque chose comme 40 pour 1 nanogramme par millilitre de rémifentanil en concentration cérébrale modélisée. 40 de chiffre de NOL, c'est trop élevé. Je grimpe la concentration de rémifentanil, j'attends d'arriver à l'équilibre et je vais refaire la même stimulation douloureuse calibrée, électrique, qui va me servir un peu de référence. Et là, mon chiffre de NOL monte à 30. C'est encore trop haut. Je monte à 3 nanogrammes par millilitre. J'attends l'équilibre. J'ai un chiffre à 15. Feu vert, je peux donner le feu vert pour l'intubation. Et en ça, je suis prédictif. Je suis prédictif parce que j'ai créé un stimulus douloureux, calibré, qui va me servir de référence. Attention, il faut définir quel seuil pour quel type de stimulation. Mais en voilà une utilisation qu'on peut faire. Je vous le montre sur un patient. Je n'ai pas utilisé des concentrations cérébrales, mais tout bêtement des doses en microgrammes. Est-ce que le film est à l'écran? Oui, oui. Je viens de faire un tétanos. Pendant ce temps, le chirurgien est en train de chanter. Vous allez voir la réponse de mon tétanos avec 5 secondes de retard. Le chiffre de NOL grimpe. 31, je passe dans la zone rouge, je suis au-dessus de 25. Après le tétanos, 5 secondes, 60 milliampères. Le chiffre redescend derrière. Je suis monté un petit peu haut. J'avais fait une induction avec simplement 7,5 microgrammes de Sufenta et un bis et une dose de propofol qui m'amenait à un bis à 50. Deuxième stimulus, donc le premier était de 30 milliampères. Je fais un tétanos de 60 milliampères cette fois. Je grimpe un peu dans mon stimulus calibré. Le premier me servait simplement de référence. Là, je suis dans quelque chose qui va être l'équivalent de l'incision du chirurgien. Je suis la progression de mon chiffre de NOL. On grimpe haut, on franchit la barre des 25. On maintient un chiffre élevé pendant quelques secondes. Pour le stimulus électrique que j'ai créé, qui est l'équivalent de l'incision du chirurgien, je suis trop élevé et trop longtemps. 5 microgrammes de sufentanil supplémentaire. J'attends l'équilibre. Je pourrais le revérifier, je ne vais même pas le faire. J'attends l'équilibre pour donner le feu vert au chirurgien et lui dire que voilà, moi j'ai fait 2 stimulus nociceptifs. Un premier
5 secondes, 30 mA électriques, le deuxième de 60 mA. Je sais que c'est l'équivalent de l'incision qui va être faite en dorsale par le chirurgien. Feu vert. La perte de temps, elle est nulle. L'installation et mon premier tétanos, c'était pendant qu'on champait pour le patient. Arthrodèse de la colonne vertébrale sur plusieurs étages. Voilà l'incision qui vient de passer. J'ai un tout petit peu accéléré le temps pour le besoin du film. Il y a 10 minutes sur mon écran, 2 minutes entre chaque graduation. Après le bistouri sec, la lame froide, on est au bistouri électrique en profondeur. Vous allez voir que les stimulus qui passent à partir de là sont minimum. C'est une patiente que j'ai endormie avec 150 mg de propofol et 7,5 plus 5 après calibration microgrammes de sufentanil. Voilà, j'ai dû prolonger un tout petit peu la diapositive, le film pour qu'on voit atteindre les plans profonds quelque part. Donc voilà, on peut afficher à l'écran 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. Le paramètre se met à jour voilà, en 5 secondes et dans notre expérience, 7 secondes après un stimulus nociceptif, on voit la montée du chiffre de Knoll. On arrive là sur les plans profonds, les ouvertures aux extrémités. Il va y avoir les incisions musculaires et puis ensuite l'atteinte osseuse. Je peux laisser défiler le film quelques secondes encore. On n'a absolument aucune remontée du chiffre de Knoll à aucun moment. Voilà en direct ce qui se passe à ce moment-là. Je reviens sur mon diaporama. Le film est à l'écran là aussi? Super. Ici, j'ai volontairement négligé la situation qui m'était donnée. J'ai une première stimulation douloureuse, 60 mA 5 secondes, faite avec mon TOF-scan. Et vous voyez qu'on est très au-dessus, même si sur ce début de film, la photo est un petit peu floue. On est très au-dessus du seuil de 25 et on va le rester pendant plusieurs secondes. Je décide quand même de rien injecter de supplémentaire par rapport à mes 7,5 microgrammes de sufentanil et on va intuber le patient. On a un bis à ce moment-là qui est entre 45 et 60 et on va intuber le patient. Et voilà, sans avoir fait quoi que ce soit de supplémentaire, le chiffre de Knoll va être plutôt élevé. C'est un peu ce que je ne fais pas dans la vie de tous les jours et ce que je voulais montrer juste pour le film. L'intubation va être un stimulus nociceptif important, on va monter au-dessus de 50 et on va le garder pendant 1 minute au moins. C'est plutôt quelque chose d'important. Un dernier film de quelques secondes. Voilà mon stimulus nociceptif après avoir fait le complément d'analgésie par 5 microgrammes supplémentaires de sufentanil pour faire le comparatif avec ce que je n'avais pas fait dans la stimulation précédente à cet endroit-là. Donc après les 5 microgrammes supplémentaires, ce qui m'amène, on est passé de 7,5 à donc 12,5 microgrammes. Je peux donner le feu vert au chirurgien dans quelques minutes pour qu'il puisse inciser le patient. On n'a plus de réponse de la balance nociception-antinociception. Alors voilà, il ne faut pas faire dire à cet appareil ce qu'il n'est pas capable de dire. Il y a quelques dizaines de milliers d'années, quand on était des hommes des cavernes et que l'ours se présentait à l'entrée de la grotte, on développait un stress, une activation de notre système sympathique pour pouvoir soit partir en courant, soit monter au combat.
Et ça conduisait à une augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, à une dilatation de la pupille. Alors aujourd'hui, l'agresseur, c'est plus lourd, c'est le chirurgien ou la chirurgie. La réaction qui est du système sympathique, elle se fait à la douleur, là un écarteur sur une sternotomie, mais on a la même activation du système sympathique qui conduit à l'augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle ou du diamètre pupillaire, ce qui est pris en compte par nos moniteurs de la balance nociception-antinociception et en particulier le NOL dont on parle aujourd'hui. Alors certes, ce sont des moniteurs de la douleur, mais c'est avant tout des moniteurs du système sympathique. La douleur active le système sympathique, mais tout comme une tâche cognitive, tout comme la vessie pleine, un mouvement, un bruit fort, une lumière vive, l'hypothermie, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, l'hypovolémie, des émotions ou du stress, tout un tas de facteurs qui augmentent le système sympathique. Or, nous n'avons que des moniteurs du système sympathique. Certes, au bloc opératoire, notre patient n'a pas de tâche cognitive, pas de mouvement, il n'y a pas de bruit, pas de lumière, pas d'émotion, pas de stress. Et si on fait en sorte qu'il n'ait pas la vessie pleine, qu'il ne soit pas en hypothermie, qu'il ne soit pas en hypoglycémie ou en hypovolémie, ce qui ne va d'ailleurs pas se passer d'une seconde à l'autre, ça devient effectivement des moniteurs de douleur.